Alors, bonjour à tous les deux. Vous êtes deux représentants de la gestion des risques en entreprise. Sophie Mauclair, vous êtes administratrice de l'AMRAE et directeur des risques et des assurances de Thales 10 pour Digital Identity and Security. Guillaume Lidvac, tu es directeur de l'audit interne et des risques du groupe Carrefour. Alors, en complément et à distance, Céline Ozyourt, qui est senior économiste pour la France et l'Afrique du groupe Euler Hermès, nous donnera une vision un peu plus macroéconomique. Alors, je disais à distance, nous allons vérifier tout de suite. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez? Je vous entends très bien, je vous vois très bien. Bonjour. Parfait, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je dois vous avouer, si vous avez regardé le programme un peu en détail, nous avons fait face à une petite crise hier, nous aussi, et heureusement, Sophie a accepté de remplacer. Elle a été notre plan de continuité d'activité, et merci Sophie. Alors, je disais que cette crise, ce choc frontal, comment ça s'est passé dans vos entreprises? Guillaume, peut-être un petit point sur le choc qui est arrivé le 16 mars et un peu avant chez toi, en fait. Explique-nous pourquoi. Oui, bonjour Cécile. Donc effectivement, le 16 mars, ça a été un choc pour tout le monde, mais je pense que c'est un choc, on y était un petit peu préparé. Le 16 mars exactement, si on pointe ce jour, c'est le début du confinement en France. Et on avait deux situations un peu paradoxales. On avait un personnel magasin, entrepôt extrêmement mobilisé et présent en magasin avec beaucoup d'énergie et avec le respect des mesures barrières. Et puis un personnel siège qui, lui, était en télétravail obligatoire. Donc c'était cette situation-là le 16 mars. Et en fait, la préparation s'est faite au fur et à mesure et je dirais que l'avantage du groupe Carrefour, le fait de sa présence internationale, c'était en particulier sa présence en Chine. Notre directeur de la sécurité groupe était l'ancien directeur de la sécurité Chine, donc il a pu capter très très vite les premiers signaux arrivant de Chine et de Wuhan. Et ça c'était très pertinent parce qu'il a pu tout de suite se rendre compte et puis mobiliser sa file sécurité. Et en particulier, par exemple, fin janvier, tout de suite demander à ses patrons de sécurité pays de procéder à des achats de masques. C'était une première mesure. Après, on a vu, je dirais, c'était l'accélération avec les premiers décès. L'Italie qui montait énormément. On est aussi présent en Italie. Donc ça permet tout de suite de capter un petit peu ce qui se passe là-bas. Et on arrive à une plus forte communication, surtout fin février, avec les nouvelles, la hotline, avec les gestes barrières, avec les procédures voyage. Tout ça se met en place progressivement. Les cellules de crise pays aussi s'installent et avec une coordination groupe. Donc tout ça se met en place pour arriver finalement au 16 mars avec une mobilisation forte et une certaine préparation. Je ne dis pas que pendant toute cette période, il n'y a pas eu parfois un peu de minimisation ou d'incertitude forte, mais globalement une organisation qui était assez préparée. Et pour finalement arriver à une mission spéciale intéressante, c'était celle qui a mobilisé mon équipe, la sécurité et d'autres, pour aller visiter les magasins pour le respect des gestes barrières. Voilà. Sophie, chez vous, est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de ce début d'année? Bien écoutez, moi j'ai relu hier soir, en fait, pour ce matin, le journal de bord que nous avions tenu chez DIS sur cette crise Covid. Et en fait, j'ai constaté qu'au 2 mars, on avait déjà lancé différentes cellules de crise dans différents pays, avec des mesures sanitaires en place qui étaient inspirées en fait des crises précédentes que nous avions connues au niveau du SRAS et H1N1. Et nous avions également au 2 mars déjà une cellule de crise au niveau coordination centrale chez DIS. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on a réussi à se mettre hors de bataille aussi rapide? Alors clairement, on ne va pas se mentir, on n'avait pas anticipé la pandémie, le scénario qu'on a connu, mais vraiment, en fait, on a historiquement donc chez Gemalto, donc qui est maintenant chez DIS, Thales Group, donc on a chez Gemalto en fait un dispositif de gestion de crise qui est déployé depuis plus de 10 ans, qui est éprouvé avec une organisation maillée au niveau des pays, au niveau des sites, au niveau des business, au niveau corporate. Donc très rapidement, on s'est mis en ordre de marche avec donc des points de situation réguliers, des réunions d'alignement quotidiennes. Là où ça s'est un petit peu gâté, en fait, c'est quand on a quelques semaines après commencé à recevoir des injonctions de patrons de pays de Thales, voire du corporate de Thales, qui peut-être est un petit peu moins préparé aux événements inattendus,
et qui nous ont demandé de fermer des sites, de passer à un chômage partiel massif, parce que voilà, c'est pour de précaution. Donc on a maintenu en fait notre stratégie de gestion de crise, on a maintenu nos sites ouverts, et puis finalement en fait, ça s'est révélé être une stratégie gagnante, parce qu'on a assez rapidement après reçu des commandes de la part de clients bancaires et téléphonie mobile, qui eux avaient des ruptures d'approvisionnement de la part de nos concurrents, d'autres fournisseurs, et qui en fait aussi voulaient créer des stocks. Donc la stratégie gagnante là-dessus. Et par contre après dans la suite, on a aussi des annulations de commandes, des reports de projets de la part de clients gouvernementaux, qui eux par contre avaient des restrictions budgétaires et avaient aussi moins de demandes de citoyens qui voyageaient moins, ont moins besoin de passeport. Donc voilà comment c'est passé en fait. Donc assez rapidement dans l'ordre de marche, une complexité parce qu'on était dans un groupe, mais globalement voilà une crise qu'on a gérée effectivement de manière assez coordonnée. Très concrètement, avec le confinement, vous n'avez jamais fermé vos sites, hein? Alors comment ça s'est passé en fait? On a pris la décision de ne pas fermer les sites, sauf obligation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a de nombreux de nos clients qui sont considérés dans leur pays comme d'importance vitale et qui avaient obtenu une dérogation pour le compte de Thales DIS de laisser en fait leurs fournisseurs ouverts. Par contre, on a fermé des sites bien évidemment quand il y avait des cas qui étaient positifs, qu'il fallait désinfecter, nettoyer. Donc là, on a fermé des sites. Mais globalement, on est resté en fait opérationnel. Donc on est passé comme au chômage partiel sur certains sites, bien évidemment. Mais la stratégie, c'était on reste ouvert au maximum. Alors, peut-être un point sur certains de vos confrères à la MRAE en tant que l'administrateur. Comment est-ce que vous avez... j'ai l'impression que vous en êtes bien sorti. Alors, si on fait si on regarde un peu plus largement dans d'autres structures que vous avez pu voir à la MRAE, beaucoup des groupes ont dû fermer. Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un petit éclairage sur la majorité? Alors, sans en parler de la MRAE, déjà même chez Thales. Chez Thales aussi, en fait, chez Thales, c'est pas que DIS. Thales aussi l'avionique. Et si Philippe Cotel était là ce matin, il aurait parlé de Airbus. Et l'avionique, c'est l'aéronautique. Et donc, il y a des secteurs qui ont été très, très violemment impactés. Et donc, chez Thales, on l'a annoncé même il y a quelques jours, on fait un plan de restructuration, enfin, des réductions d'effectifs, parce qu'on doit faire face aussi à des activités qui sont en baisse de régime. Donc, globalement, il y a des secteurs qui ont été très fortement impactés. Et ça, enfin... Oui, là, on est non plus sur le mois de mars, mais sur les conséquences qu'on peut avoir aujourd'hui, où on n'a pas fini économiquement de tirer les conséquences. Tout à fait. Alors justement, Céline, si on élargit un petit peu, comment est-ce que vous voyez ces conséquences aujourd'hui? Comment est-ce que voilà, les impacts sectoriels qu'on peut voir de cette crise depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui? Très bien, mais pour moi aussi ça a été très utile les témoignages de Guillaume et de Sophie, parce que c'est vrai que pour les grands groupes, déjà si vous avez l'exposition en Chine, vous avez un savoir-faire de gérer ce genre de risque, mais ce qui n'était pas le cas pour les PME, pour plein d'autres entreprises de moyenne taille tout simplement, parce qu'au mois de mars, notre économie a subi un choc inédit avec la fermeture des unités de production. Donc là, nous parlons de 30% de perte d'activité au niveau d'agrégé. Ensuite, à partir de mai, nous avons commencé à ouvrir petit à petit. Et en été, nous étions toujours à moins 5% d'activité par rapport à la normale. Mais quand je vous donne ces chiffres, la particularité de cette crise, c'est qu'elle a frappé les secteurs, mais aussi les territoires de manière très, très, très inégale. Par exemple, vous avez les secteurs de pharma et l'agroalimentaire qui s'en sortent plutôt bien. Et d'autre part, comme nous venons d'entendre aussi, vous avez les secteurs d'aéronautique, de transport, d'hôtellerie, de restauration qui vont être affectés pendant longtemps. Là, il est difficile de dire après, il y aura aussi un changement de comportement irréversible sûrement après cette crise. Mais ce que je veux souligner du côté de l'État, cette fois-ci, l'État a agi très vite par rapport, peut-être on a beaucoup appris de la crise de 2008 aussi. L'État a agi très vite à mettre en place ces dispositions de chômage partiel, prêts garantis par l'État et le Fonds de solidarité. Et ça a été très important, surtout pour les PME, parce qu'à l'arrivée de la crise, les PME en France n'avaient que 2 mois de trésorerie, en fait, pour tenir. Du coup, ils ont fait appel, je pense par peur aussi, comme Sophie en parlait aussi, les structures qui n'étaient pas préparées à ce genre de choc.
ils ont fait appel massivement au chômage partiel en mettant un employé sur deux au chômage, ayant autorisation au moins, et aussi en ayant ces prêts garantis par l'État, quitte à les déposer sur leur compte courant à la banque pour faire face aux aléas qui risquent d'arriver plus tard. Si on regarde un peu dans le détail, quels sont les sujets risques qui ont été les plus importants pour vous au cours de ces quelques mois? Guillaume? Alors, je pense que le premier risque et la priorité absolue, c'était tout ce qui est sécurité sanitaire. Tous les protocoles sanitaires en magasin, distanciation, port des masques, gel hydroalcoolique, toutes ces mesures-là ont dû être mises en place rapidement et ça a été la priorité. Je dirais un deuxième risque, c'est la supply chain. Face à des pics très importants de demande, il a fallu y faire face, il a fallu se connecter avec les fournisseurs, regarder les transporteurs, et identifier les situations de saturation. Et le risque là, c'est la rupture en magasin. À la fin, il faut servir le client et fournir. Donc, pour la petite histoire, beaucoup de commandes en fait se passent via des algorithmes basés sur l'historique. Quand il y a des pics complètement erratiques, il faut s'adapter, passer au manuel, et donc il faut adapter tous les processus supply chain. Troisième risque, je pense que c'est la finance. Il y a l'accès au marché des capitaux, la situation de cash a sensibilisé beaucoup d'entreprises. Il a fallu regarder précisément, faire souvent un suivi journalier, procéder parfois à des émissions obligataires et tout de suite sécuriser les finances. Ça, c'est très important. Et finalement, quatrième point, je mettrais peut-être le risque cyber, parce qu'on a vu pendant cette période avec beaucoup de personnel en télétravail qu'il y a eu des vulnérabilités, des fragilités et aussi des attaques qui se sont un petit peu multipliées. Il a fallu revoir les protocoles et essayer de sensibiliser aussi le personnel à la cybersécurité. Sophie, vos risques phares pendant cette période? Pour compléter ce que disait effectivement Guillaume, donc bien évidemment risque sanitaire, mais je ne vais pas revenir dessus, je pense qu'on était tous dans la même situation. Alors après, dans les enjeux qu'on a eu à mener, c'est des enjeux à la fois de flexibilité par rapport à tout ce qui est télétravail, travail à distance, et en même temps sécurité. Parce que bon, historiquement, même si on avait l'habitude de travailler à distance avec des cartes VPN, des connexions sécurisées, il y a quand même des fonctions qui n'étaient pas autorisées chez nous à travailler à distance, pour des raisons sécuritaires, comme les développeurs en R&D. Donc là, très rapidement, il a fallu se doter de moyens pour leur permettre effectivement d'avoir des outils de travail, des connexions sécurisées, mais plus flexibles. Deuxième enjeu que nous avons eu, c'est comme tu le disais, supply chain, parce qu'on s'était engagé à continuer à livrer nos clients. Mais en fait, concrètement, quand vous avez des restrictions au niveau des vols et que en fait, vous devez approvisionner vos clients à l'autre bout du monde, il faut passer par des routes beaucoup plus compliquées. Et donc, il y a une notion d'optimisation du délai de livraison versus le coût de livraison. Le troisième point aussi qu'on nous a à gérer, c'est tout ce qui est finance, profitabilité. Donc, il y a eu des groupes de travail qui ont été menés sur l'impact financier au niveau des différents business, l'impact contractuel, l'impact juridique par rapport aux engagements que nous avions pris. Bon, après, il y a également des enjeux en fait qui étaient sur la main-d'œuvre dans nos usines, donc sujet classique. Mais qu'à un moment donné, vous avez, je prends le cas de Singapour, un gros site que nous avons chez DIS. Singapour a une main-d'œuvre qui vient principalement de Malaisie et que Singapour ferme ses frontières. On a dû se retrouver à devoir loger nos ouvriers à Singapour pour leur permettre de continuer à travailler. Des questions comme ça. Donc voilà, des exemples. Alors, Céline, on a la chance d'avoir sur scène deux entreprises, deux représentants d'entreprises qui, globalement, ont continué d'avoir une forte activité. Et donc, on comprend que les sujets financiers ne viennent pas au premier plan. Pour vous, avec une vision peut-être... Si. Quand même. D'accord, j'ai pas, j'étais impressionnée. J'ai vu des entreprises qui les citent en premier. C'était pour quand même dire que tous les sujets que tout le monde a eu, et je voulais compléter avec des sujets plus spécifiques peut-être. Mais si. Alors, en macro, peut-être, Céline, quels sont les risques que vous avez vus, vous, apparaître au premier plan? D'accord. Déjà, avant l'arrivée de la crise, les entreprises françaises n'étaient pas en très bon état. Je veux dire, lorsque vous comparez avec nos voisins, les entreprises françaises étaient les plus endettées, qui avaient les marges les plus faibles et le ratio de fonds propres était en dessous de la moyenne européenne. Et bien sûr, cette crise n'a pas arrangé les choses. Qui dit PGE dit aussi surendettement. Et nos entreprises vont perdre 3% de marge en moyenne vers la fin de l'année. Et aussi, elles ont perdu de fonds propres, tout simplement parce qu'elles ont plus de dettes et elles ont fait moins de profits. Donc, quand on met ce cocktail ensemble,
Qu'est-ce qu'il en sort? Pour moi, le risque le plus grave, c'est la défaillance des entreprises en dominant. Et on attend ceci à partir de début de 2021. Nous attendons une explosion de défaillance de 32% l'année prochaine. Et aussi, bien sûr, qui parle d'une telle vague, il y aura des répercussions sur les secteurs en amont, en aval, et ça va affecter notre économie de manière grave. Et deuxième risque que je vais mentionner, c'est lié à ces défaillances, c'est le financement. Mais ce n'est pas par rapport au financement à travers les marchés, mais le financement bancaire. Nous pouvons très bien nous attendre à ce que les banquiers commencent à serrer les conditions de crédit. Ils le font déjà pour le crédit immobilier. Nous voyons une augmentation de 60% de taux de refus de la part de banques. Et nous attendons à ce que l'année prochaine, les banques commencent à serrer les vis pour accorder des crédits aux entreprises. Et bien sûr, ça va être une très mauvaise nouvelle pour financer les investissements, pour redémarrer son activité. Merci Céline. Alors, il y a une question qui revient souvent, j'ai envie de dire, dans le grand public. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu cette crise venir? Pourquoi est-ce que la pandémie n'était pas dans vos plans dans vos plans de charge, enfin dans vos plans de gestion des risques? Ça semble avoir été oublié comme risque. Alors je dirais peut-être pas ça complètement, mais c'est vrai que souvent dans les dispositifs ERM, Enterprise Risk Management, la cartographie des risques, souvent met en lumière les risques opérationnels, ceux qui sont actifs, ceux qui ont une probabilité relativement forte d'occurrence. Et là, il s'agit de risques à fort impact, mais à très faible probabilité. Et souvent, ils sont un petit peu mis de côté. Et là, c'est peut-être, j'ai envie de dire, une prise de conscience forte que ces risques-là doivent être mis aussi dans le dispositif et qu'il faut être vigilant. Alors après, dire qu'on n'a pas vu la crise venir, je pense que j'ai souligné tout à l'heure qu'on l'a un petit peu venir. On avait effectivement l'expérience de crise pandémique passée. Après, c'est peut-être l'ampleur qui a pu être minimisée. Et aussi peut-être les scénarios qui ont pu tourner autour de ça, avec les mesures gouvernementales qui ont fluctué, et donc la prise en compte de différents scénarios et d'incertitudes. Voilà. Mais je pense que en tout cas pour la grande distrie, je pense que, enfin pour Carrefour, il y avait quand même une anticipation quand même de ce risque. Oui, mais grâce à ton implantation, comme tu l'as bien expliqué. Grâce à l'implantation internationale. Ouais. Sophie? Donc c'est vrai que quand vous regardez des univers de risque un peu macro, vous voyez toujours le mot pandémie. Style World Economic Forum, vous voyez pandémie qui apparaît effectivement sur cet univers de risques. Après, la question, c'est pourquoi effectivement ce risque n'était pas plus identifié dans les cartographies des risques, des groupes notamment. Alors, on l'avait, nous, au niveau de risque local, dans le risque pays, et comme a dit Guillaume, pas du tout avec la magnitude planétaire que nous avons connue. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est si on mettait ce risque au niveau d'une cartographie des risques, quel serait le traitement qu'on en ferait derrière? Alors maintenant, on a un peu plus de recul, mais peut-être qu'on aura acheté des masques, ces masques ont été réquisitionnés, ces masques auraient fini dans des stocks périmés, donc finalement, un traitement assez parcellaire. Et en plus, quand vous présentez une cartographie des risques en tant que risk manager à votre COMEX, naturellement, quand on doit prioriser les risques, le COMEX va avoir tendance à déprioriser ces risques d'ampleur colossale, en disant que tout le monde serait confronté à ça, et va plutôt vouloir mettre l'accent sur des risques plus concrets, a priori à un moment T, plus concrets, plus appréhendables, donc plus gérables. Voilà, parce que sinon, ça paraît trop important à gérer. Donc effectivement, il était un petit peu oublié de nos cartographies des risques en tant que tels, même si finalement, on le retrouve via d'autres risques, par exemple l'interruption de l'activité, la supply chain. Donc il était, mais sous d'autres types de risques. Sous ses conséquences, en fait. Exactement. Céline, sur la négligence du risque sanitaire? Je ne dirais pas négligence, mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume et Sophie. On n'avait pas cette culture de risque, tail risk qu'on appelle, qui ont très peu de probabilité d'arriver et qui frappent très fort quand ça arrive. On prenait en compte quand même de ce risque pour les régions peu développées du monde. Pour l'Afrique, par exemple, je connais plein d'entreprises qui tenaient compte de ce risque de maladie, de crise sanitaire. Mais qu'est-ce qui est à venir? Je pense il faut penser plus positivement et ça nous a sensibilisés à ce type de risque.
Et j'aimerais y assimiler aussi le risque de catastrophe naturelle, parce que, pareil, il y a peu de chances que ça arrive, mais quand ça arrive, les dégâts sont très très lourds. Et ce qu'il faut faire maintenant, il faut adapter l'assurance de ce risque. Vous allez en discuter plus, j'imagine, dans votre table ronde d'après. Mais il faut que les assureurs arrivent aussi à apporter des réponses, proposer des produits avec une tarification acceptable pour couvrir contre ce type de risque. Alors, peut-être parlons-en tout de suite, Sophie. La crise a mis en évidence qu'il y avait des pertes d'exploitation sans dommage. J'ai envie de dire c'est une deuxième couche après les gilets jaunes. Alors, je sais qu'il y a des réflexions, des travaux là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être? Alors, c'est vrai que cette question de la perte d'exploitation sans dommage est une vraie question que se posent tous les risk managers. Alors, concrètement, une entreprise... Mais concrètement, comment ça fonctionne? C'est quand vous avez, en fait, un bâtiment avec un incendie qui est détruit, vous avez des conséquences financières suite à cette destruction, c'est dommage, et donc vous êtes assuré. Bon. La vraie question, c'est qu'aujourd'hui, en termes de solutions d'assurance, il y a très peu de solutions d'assurance qui existent, avec des pertes d'exploitation prises en charge, quand finalement il n'y a pas de dommage. Concrètement, les gilets jaunes, des magasins ont dû fermer, des entreprises ont dû fermer, elles n'ont pas pour autant été impactées en termes de dommages, mais elles sont dans l'incapacité de continuer à faire du business. Donc perte financière. Et c'est vrai que l'AMRAE avait déjà alerté à l'époque de la crise des Gilets jaunes sur ce besoin d'assurance. Et quand on a connu cette crise Covid, le besoin est revenu sur le devant de la scène. Et là, vraiment, je dirais, les acteurs se sont saisis du sujet. Donc il y a un groupe de travail qui a été mis en place, piloté par la direction du Trésor. À ce groupe de travail étaient associés donc différents acteurs du monde de l'assurance, la FFA, des entreprises via leur fédération, comme l'AMRAE était extrêmement motrice dans ce groupe de travail, mais également aussi des assureurs et des pouvoirs publics. Donc ces acteurs ont réfléchi ensemble à quelles pouvaient être les solutions qu'on pouvait apporter aux entreprises. Donc après, il y a des points de vue qui peuvent être un petit peu divergents. Ou concrètement, la position de l'AMRAE, c'est vraiment de ne pas avoir une solution unique pour tous, mais plutôt d'avoir une solution qui soit différenciée suivant les entreprises, qui mette vraiment en avant la gestion des risques. Donc sans dévoiler les conclusions que je ne connais pas sur le travail, mais l'idée c'est d'avoir une loi qui soit promulguée très prochainement, et cette loi donnera lieu à des conditions d'assurance différentes qui seront offertes aux entreprises. Donc on attend impatiemment les conclusions de ce groupe de travail qui avance très bien. Merci beaucoup Sophie. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vous vois très mal, donc je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. On a un petit peu de temps. J'ai vu qu'en ligne aussi, vous pouvez poser vos questions en bas de l'écran et elles me sont transmises. Pour le moment, je n'en vois pas, mais n'hésitez pas. Alors, Guillaume, tu es aussi en charge de l'audit interne. Et comment est-ce que l'audit interne a été impliqué ou pas dans cette crise? Est-ce que c'est aussi un sujet pour les auditeurs internes? C'est un vrai sujet. En fait, le premier réflexe qu'on a eu, c'était un réflexe de solidarité et d'aide. Et je pense que sur une base de volontariat, je suis assez fier de mes équipes qui ont proposé leur aide en magasin, c'est-à-dire la mise en rayon et enfiler la chasuble, le carrefour, essayer d'aider. C'est le premier réflexe. Ça peut être aussi une aide en call center. Il y a combien de personnes dans les équipes d'audit interne chez vous? Alors, pour la partie Europe, une vingtaine, et aussi en Amérique latine, une dizaine de personnes. Ça, c'était le premier réflexe. Deuxième réflexe, ça a été de participer à l'audit et de la mise en place des mesures barrières dans les magasins. Ça, c'était important de le faire. Après, l'audit interne est ce qu'on appelle la troisième ligne de défense. C'est très important dans une situation où les vulnérabilités augmentent, les fragilités, des nouveaux processus qui se mettent en place. Il était inconcevable que l'audit interne reste complètement indifférent à ça. Et donc, il a dû adapter ses méthodes, certes, mais il a dû être présent. Et donc, on a continué en mode un peu dégradé, on va dire, ou à distance, et on a poursuivi nos activités. Et il y a de nouveaux audits qui se sont mis en place, par exemple un audit avec le contrôle interne qui consiste à identifier les processus qui ont pu être altérés par la crise Covid et regarder ces processus, je pense par exemple aux achats exceptionnels, achats de masse par exemple, les heures supplémentaires, le processus de donation. Donc on a pu travailler sur la solidité des nouveaux processus ou des processus altérés qui ont pu se mettre en place. Ça, c'est des contributions concrètes pour l'audit interne. Et dans le plan d'audit 2021, il y aura des conséquences, hein?
Certainement, c'est-à-dire qu'une des attentes, c'est quelles leçons on peut tirer de la pandémie. Est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'on a pu anticiper? Est-ce qu'il y avait un bon mode de communication? Et on va dire, le sujet, c'est la gestion de crise, mais ça va bien au-delà. Est-ce que nos organisations ont été prêtes, seront prêtes, et quid du new normal à partir de maintenant? Voilà. Et je pense que, et au-delà de ça, au-delà du risque transversal pandémie, je pense que à chaque fois qu'on va auditer un objet ou un sujet ou un risque, il va falloir qu'on intègre le Covid dans l'appréciation du risque, des différents risques. Alors, je vois quelques commentaires plus que des questions. Vos confrères font remarquer qu'en effet, c'est difficile de préparer le pire pour l'éviter, qu'on essaie de le faire, que le Covid, un point intéressant, peut-être le Covid a transformé nos horizons de temps. Nos cycles stratégiques à 3 ans sont devenus au mieux trimestriels. Le sprint initial se transforme en marathon, il va falloir tenir la durée, avec le risque de surcrise. Alors, j'allais vous demander, vous aussi, si on doit résumer cette crise, les conséquences que vous y voyez, j'ai presque me dire à titre personnel et professionnel, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en retenez? Moi, je dirais que cette crise, pour moi, c'est vraiment une crise de transformation profonde. Profonde au niveau individuel, profonde au niveau des organisations, profonde au niveau des gouvernements, profonde au niveau des collaborations même entre gouvernements. Donc transformation profonde qui clairement va nous laisser des séquelles pendant des années. Moi je m'interroge sur l'héritage à la fois financier et psychologique qu'on laisse à nos jeunes aujourd'hui quand même. Mais néanmoins ce qu'on a pu voir en fait c'est que certaines entreprises ont quand même tiré une vraie opportunité de la situation, tiré parti, tiré profit, en faisant preuve d'une vraie agilité, en changeant, en adaptant leurs équipements de production, en changeant leur mode de fonctionnement, en changeant leur business model. Et donc là, on va toucher effectivement cette notion d'agilité. Mais ça, c'est possible si vraiment on se met en posture de voir en fait la situation toujours et si on faisait autrement et pour ne pas subir la situation. Alors après, la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on en retient après coup? Et donc, derrière, il y a cette notion de retour d'expérience. C'est combien d'entreprises qui ont été touchées ont pris le temps de faire un retour d'expérience formalisé. Et est-ce que par rapport à ce retour d'expérience, est-ce que vraiment il y a un plan d'action qui a été défini? Et est-ce que ce plan d'action aujourd'hui est suivi par la direction? Alors, on va en parler dans notre prochaine table ronde de ces retours d'expérience. Je pense que Guillaume, ce que tu en retiens? Je pense qu'il faut vraiment identifier les leçons de cette crise et en ressortir plus fort. Il y a eu un phénomène d'accélération extrêmement fort. Je vois par exemple l'e-commerce qui a explosé. Il faut sécuriser nos process, il faut être meilleur en préparation de commandes. Ça veut dire que nos fonctions risques, nos fonctions contrôle, audit doivent être aussi très, très présentes et participer à l'amélioration de ces processus. Je pense qu'il faut aussi anticiper le long terme, effectivement. Il y aura des effets secondaires. On parle un peu d'impact sur le pouvoir d'achat, sur des défaillances d'entreprise. Il va falloir aussi faire tourner les modèles et voir un petit peu comment on peut anticiper au-delà du court terme, donc se positionner un petit peu plus long terme. Mais c'est aussi une formidable source d'opportunités pour solidifier nos processus, revoir nos organisations, se digitaliser et puis finalement être plus fort. Céline, qu'en retenez-vous? Qu'en retiendrez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord avec la notion de transformation profonde. Je pense qu'il faut aussi réfléchir aux irréversibilités qui vont arriver après cette crise. Je veux dire, pour l'instant, nous essayons de vivre tant bien que mal avec le virus, faire coexister notre économie. Mais supposons que nous avons un vaccin qui marche très bien. Disons, comment va être le monde d'après, en disons 2022? Et je pense qu'il y aura pas mal d'irréversibilité. Tout d'abord, cet usage massif de télétravail. D'ailleurs, en France, ça a été un vrai succès parce que nous avions déjà en place l'infrastructure digitale. Je pense par rapport à l'Allemagne, nous avions beaucoup d'avantages. Donc, nos entreprises ont su mettre en place le télétravail de manière étendue, massive. Et ceci va sûrement affecter le monde d'après Covid. Je pense par exemple à l'immobilier. Est-ce qu'on aura besoin d'autant de bureaux? Peut-être non. Est-ce qu'on aura besoin d'habiter dans des grandes villes où les loyers sont chers? Peut-être non. Je pense qu'il est déjà temps de réfléchir à ce genre de conséquences.
Et deuxièmement, pareil, il est temps déjà de réfléchir à quoi va ressembler le monde d'après. Est-ce que nous allons avoir autant de voyages d'affaires? Est-ce que nous allons organiser à l'avance des voyages à l'autre bout du monde en groupe? Peut-être que la réponse est non. Et dans ce cas, du niveau des pouvoirs publics, le risque, c'est la fameuse zombification de l'économie. Il est temps de réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de garder les personnes au chômage partiel pendant 1 an pour qu'elles finissent tout simplement au chômage parce que leur établissement a fermé? Voilà, je pense qu'il est déjà temps de réfléchir à mettre le capital, l'argent, les connaissances vers les secteurs qui sont, vers les endroits qui sont plus porteurs dans le monde d'après-crise. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup à tous les trois. Nous arrivons au terme de cette première table ronde.